Les titres à la une de ce journal, Sud-Soudan, Salva Kiir et Riek Machar signent un accord final sur le partage du pouvoir. Indonésie, les touristes évacuent le pays après un deuxième séisme en l'espace d'une semaine. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons cette édition d'information par le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud qui ont signé hier à Khartoum un accord final sur le partage du pouvoir. Le président Salva Kiir appelle à l'unité dans un pays ravagé par une guerre civile meurtrière. Les deux hommes étaient dimanche à Khartoum, la capitale soudanaise, où ils ont signé un accord final sur un partage du pouvoir qui prévoit un retour de Machar pour occuper le poste de vice-président dans un gouvernement d'unité nationale. Dimanche, la cérémonie de signature s'est déroulée en présence du président soudanais Omar el-Béchir et de ses homologues du Kenya, de l'Ouganda et de Djibouti. Les négociations vont en effet se poursuivre jusqu'à la signature d'un accord de paix définitif. Une fois qu'un accord de paix final sera signé, les belligérants auront 3 mois pour former un gouvernement de transition qui sera au pouvoir dans le pays pour une durée de 36 mois. Selon les termes de l'accord, le gouvernement de transition sera composé de 35 ministres, 20 du groupe de Salva Kiir et 9 de celui de Riek Machar, le reste représentant les autres groupes. Le Parlement va également compter 550 députés, dont 332 du groupe de Salva Kiir et 128 de celui de Riek Machar. Et outre Machar, il y aura aussi 4 autres vice-présidents. Rappelons qu'à l'issue de pourparlers parrainés par Khartoum, Kiir et Machar avaient déjà convenu le 7 juillet dernier d'instaurer un cessez-le-feu permanent et de retirer leurs troupes des zones urbaines. Les deux camps avaient ensuite signé le 25 juillet dernier un accord préliminaire sur le partage du pouvoir finalisé ce dimanche. De son côté, Machar a appelé l'organisation régionale qui œuvre depuis de longs mois à réactiver le processus de paix au Soudan du Sud, à bien s'assurer de la mise en œuvre de l'accord de partage du pouvoir. Soulignons qu'un accord similaire signé en 2015 avait été violé après une bataille meurtrière à l'issue de laquelle Riek Machar était parti en exil. Rappelons aussi que le conflit au Soudan du Sud a fait des dizaines de milliers de morts, près de 4 millions de déplacés sur une population de 12 millions d'habitants et provoqué une crise humanitaire catastrophique. Et à Gao, dans le nord du Mali, l'actualité, il faut le dire, est tout autre. Les accusations de fraude électorale lancées par l'opposition à l'encontre du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta ravivent les tensions ethniques. Les allégations de fraude sont sur toutes les lèvres des partisans de l'opposition depuis la proclamation des résultats officiels provisoires par le ministère de l'administration territoriale jeudi dernier. Les bourrages là, on a appris parce que combien chez Wadi, quand il y a 5000 personnes, on bourre jusqu'à 6000 personnes. Ça c'est des bourrages. C'est des bourrages. C'est trop. On connaît les zones nomades là. Des affirmations difficiles à prouver car le gouvernement a annoncé les résultats officiels provisoires à l'échelle nationale, mais n'a pas du tout l'intention de les publier en détail, bureau par bureau, a indiqué une source proche du ministère, restée sous redemande de répéter de l'opposition, les observateurs internationaux au nom de l'exigence de transparence. Dimanche dernier, l'entourage de Soumaïla Cissé a annoncé à l'AFP avoir saisi la Cour constitutionnelle du pays pour bourrage d'une violation de loi électorale et irrégularité par le camp d'Ibeka. C'est parce qu'on entend le mot espoir, parce que dans toutes les crises, là, les moments où ils ont fait les élections, on avait Soumaïla Cissé, il a fait l'espoir pour le Mali, on espère quelque chose. Les moments où il y a les crises, Ibeka devrait être en pouvoir, on a voté pour lui. On pensait qu'il y aura des changements, il y aura la paix au Mali. Mais on voit que dans 5 cas, il n'est pas fait rien. Si Gao, aux portes du désert, a été étonnamment calme lors du scrutin à travers le pays, ce sont plus de 700 bureaux de vote, essentiellement dans les zones rurales du centre, sur quelques 23 000 qui n'ont pas pu ouvrir en raison d'incidents violents. Dans cette région où l'État est peu ou pas présent, les groupes armés signataires de l'accord de paix de 2015, principalement Touareg, ont participé à la sécurisation du vote. Plusieurs habitants de Gao accusent le parti présidentiel d'en avoir profité pour pactiser avec eux afin de truquer le scrutin. Après le Mali, en Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Amadou Ngon Coulibaly a été intégré dans la communauté Athian de Songon Kassamblé dans le district d'Abidjan. La cérémonie d'initiation a eu lieu samedi dernier dans le dit village en présence des autorités traditionnelles et administratives ivoiriennes. Siaka Kone.
Cette cérémonie d'initiation consacre l'intégration du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État au sein de la communauté Tchaman de Songon Kassablin. Désormais Tchabio, signifiant Tchaman Mal, Amadou Gon Coulibaly est membre de la génération Dougbo et sa famille d'accueil est Godouman. Assawa est son nom de baptême signifiant filet de pêche en langue locale, donc à même de rassembler. Dans la génération Dougbo, le nouvel initié a pris le symbole du lion, c'est-à-dire à même de rugir au moment opportun. Les membres de la génération d'accueil expriment ici leur fierté d'avoir en leur sein un guerrier digne de ce nom. À partir de maintenant, qu'il soit attentif. Parce que toutefois qu'il aura une réunion ou bien quelque chose à faire dans le village pour la génération ou la catégorie Dougbo-Dogba sera présente, sera appelé, invité à faire, on lui tiendra informé par les SMS. Il faut qu'on ait ses coordonnées et qu'il soit tout le temps en collaboration, en communication avec notre secrétaire général. À cet effet, Amadou Gon Coulibaly a reçu tous les attributs liés à cette initiation, et ce, en présence des chefs traditionnels et coutumiers de 60 villages Hatchan et 30 villages Hattiers du district d'Abidjan. De nombreuses autorités ivoiriennes et bien d'autres communautés ont effectué le déplacement à Songo-Kassablé, situé dans les périphéries d'Abidjan. En vue de ne pas manquer à l'appel quant à ce nouvel engagement qui pèse désormais sur le dos, le nouveau Tchabio a été revêtu de ses nouveaux habits. Un siège, un pagne de la part de la famille d'accueil et un autre offert par la génération, une canne, des bracelets et bien d'autres objets ont été remis aux nouveaux venus. Ravi d'avoir été l'objet de tant de générosité, de fraternité et d'humanisme, le Tchabio s'est dit heureux et non sans avoir promis d'être à la hauteur de la tâche. À noter que les chefs traditionnels de la communauté Hatchan se sont réjouis de cette intégration. Occasion pour eux d'exprimer au chef de l'État leur reconnaissance pour les nombreuses actions de développement dans leurs différentes localités, entre autres, réalisation d'infrastructures, bitumage des voies et la cerise sur le gâteau, la nomination de 2 de leurs fils lors du récent remaniement ministériel. Il s'agit de Dan Opaulin, ministre des Sports, et Tchagba Laurent, ministre des Infrastructures hydrauliques. Le Premier ministre a été chargé par sa nouvelle communauté de transmettre au chef de l'État le message de paix et de cohésion sociale auquel aspire tant le peuple Hatchan. C'était une belle cérémonie riche en sons et en couleurs. Rappelons que demain, 7 août 2018, la Côte d'Ivoire célèbre le 58e anniversaire de son indépendance. À présent, toute autre chose, en bref et en images, le président vénézuélien Nicolás Maduro a affirmé samedi soir qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat, accusant le président colombien Juan Manuel Santos d'être derrière cet attentat commis avec des drones chargés d'explosifs lors d'une cérémonie militaire. Le chef de l'État a également affirmé à la télévision que les financiers de l'attaque commise à Caracas se trouvent aux États-Unis et il a demandé l'aide du président américain Donald Trump. Je vous propose à présent de suivre un extrait de son propos. Je n'ai aucun doute que tout pointe vers la droite, vers l'ultra-droite vénézuélienne, en alliance avec l'ultra-droite colombienne, et que le nom de Juan Manuel Santos est derrière cette attaque. Environ 900 touristes indonésiens et étrangers sont en cours d'évacuation des petites îles de Gili, proches de celle de Lombok, au lendemain d'un séisme qui, selon les autorités, a fait environ 98 morts et des centaines de blessés. Et quelques 200 touristes ont déjà quitté les 3 îles de Gili et il en reste environ 700 en attente d'évacuation. Des hôtels de ces îles ont été endommagés par le fort séisme suivi d'une alerte au tsunami qui a provoqué des réactions de panique. Par ailleurs, il faut le souligner, les services d'urgence nettoient les débris d'une mosquée dans le village de Landik, sur l'île de Lombok, en Indonésie. Toujours en bref, cette fois-ci au Bangladesh, des manifestations violentes se poursuivent à Dhaka, au Bangladesh, pour exiger des rues plus sûres après que 2 adolescents ont été tués par un bus roulant à grande vitesse. Le Premier ministre du Bangladesh exhorte les étudiants à rentrer chez eux alors que la police a tiré des gaz lacrymogènes au cours d'une 8e journée de protestation sans précédent sur la sécurité
routière. Les manifestations se sont rapidement étendues à d'autres parties de ce pays d'Asie du Sud et les autorités ont coupé l'Internet mobile dans de vastes territoires de Bangladesh. Selon des responsables et médias locaux, afin de tenter de freiner la mobilisation. Le Premier ministre a mis en garde contre une tierce partie qui pourrait saboter les manifestations et mettre en danger la sécurité des manifestants. Nous allons poursuivre ce journal et parce qu'une manifestation peut en cacher une autre, en Argentine, des milliers de fidèles convoqués par les églises évangéliques d'Argentine manifestent à Buenos Aires contre le projet de légalisation de l'avortement qui doit être examiné par le Sénat mercredi prochain. Didi Djaniali. Les églises évangéliques ont occupé le devant de la scène dans ce mouvement en appelant à manifester dans le centre de la capitale sous le mot d'ordre « Sauvons les deux vies », celle de la mère et celle de l'enfant à naître. Dans le pays du pape François, où le catholicisme est majoritaire, de nombreuses paroisses de l'église catholique se sont jointes au rassemblement. Nous sommes ici pour demander aux sénateurs indécis de voter contre ce projet. Nous croyons que c'est une question humanitaire, au-delà de la religion. Je suis avocat. Légalement, je pense que c'est terrible. Nous croyons que tout le monde a le droit à la vie. Le projet de loi, qui doit être examiné par les sénateurs à partir de mercredi prochain, autorise l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et prévoit sa gratuité dans tous les centres de santé du pays. Le Sénat, plus conservateur que la Chambre des députés qui a déjà voté le projet de loi, semble s'orienter vers un rejet du texte. Je doute fort que la loi sera approuvée, parce qu'en réalité, ça sera un outrage à notre Constitution. Je sais que les sénateurs ne permettront pas cela. L'Argentine défend la vie. Nous voulons d'un pays où l'avortement n'est pas une option. Très influente en Argentine, l'Église catholique organise une messe à la cathédrale de Buenos Aires mercredi 8 août prochain, en même temps que le Sénat débat. Le débat divise la société ainsi que les partis politiques argentins depuis qu'il a été initié par le président Mauricio Macri, qui s'est déclaré contre l'avortement. Mais certains membres du gouvernement ont assuré qu'ils ne mettraient pas son veto si la loi était approuvée. Et pendant que certains manifestent dans les rues, d'autres par contre assistent impuissants au spectacle ravageur des flammes. Le Mendocino Complex, un ensemble d'incendies en Californie, continue de faire des ravages alors que 4200 pompiers tentent de contenir les nombreux des flammes dans l'État de l'Ouest américain. Les milliers de pompiers peinent encore à circonscrire les deux plus importants brasiers dont l'un brûle depuis presque 3 semaines et l'autre est désormais l'un des plus destructeurs de l'État. Parmi les 4200 pompiers déployés, 2 ont été tués la semaine dernière. 4 civils ont également péri à cause de ce feu. Heureusement qu'en Espagne, des pompiers aidés par des vents plus calmes prennent le contrôle d'un feu de forêt qui fait ravage dans la province de Huelva, dans le sud-ouest de l'Espagne. Par ailleurs, un feu à San Vicente de Alcantara à la frontière avec le Portugal a été stabilisé selon les autorités espagnoles. Mais en raison de la chaleur en Allemagne, les professeurs ont reçu pour consigne d'envisager de ne pas faire classe dans les salles habituelles, mais dans des endroits mieux ventilés ou encore de renoncer à donner des devoirs à la maison. En raison de ces fortes chaleurs, les chemins de fer portugais, quant à eux, ont décidé d'annuler la vente de certains billets de train, particulièrement ceux qui traversent les régions où les températures sont les plus élevées. Un incendie de forêt continue donc de faire ravage sur 2 fronts à Monchique, dans le sud du Portugal, monopolisant quelques 800 pompiers et 12 canadaires pour tenter de l'éteindre. Et d'appui de Didi Djaniali. Plus de 400 pompiers, aidés de 9 avions et hélicoptères, ont lutté vendredi dernier contre un incendie dans la zone touristique de Monchique, au sud du Portugal, et ont évacué de façon préventive quelques habitants, selon les services de secours. Sur place, les pompiers étaient également soutenus par 121 véhicules pour éteindre cet incendie qui faisait rage dans une zone de garrigue, selon un bilan publié sur le site de l'Autorité nationale de la protection civile. L'incendie s'est produit dans les environs de Monchique, une chaîne de montagnes qui constitue le point culminant de la région touristique de l'Algarve. En milieu d'après-midi, différents feux de forêt, certains sur le point d'être maîtrisés, mobilisaient au Portugal plus d'1 millier d'hommes et une quinzaine de moyens aériens selon les services de la protection civile.
Le Portugal est en état d'alerte maximale depuis mercredi. Les services de la protection ont déployé un dispositif important à l'approche d'une vague de chaleur qui balaie le pays jusqu'à dimanche pour éviter la répétition des incendies ravageurs qui ont fait au moins 114 morts l'an dernier. Le Portugal a enregistré jeudi plusieurs records de température, dont la plus élevée a été de 45,7 degrés à Moura, selon un dernier bilan de l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère. Parlons à présent d'un crash d'avion en Chine. 20 personnes ont trouvé la mort dans le crash d'un avion militaire de collection contre une montagne de l'est de la Suisse. Le troisième accident aérien en l'espace de 8 jours dans ce pays alpin. La catastrophe survenue samedi dernier dans le canton de Grison n'a épargné aucun des 17 passagers et 3 membres de l'équipage. Des sources policières, l'avion transportait 11 hommes et 9 femmes, parmi lesquelles un couple autrichien accompagné de leur fils. Selon un témoin qui se trouvait dans un refuge de montagne au moment de l'accident, l'avion a fait un virage de 180 degrés vers le sud et est tombé comme une pierre vers le sol. Le président directeur de la compagnie aérienne concernée a insisté sur le fait que les 2 pilotes et leurs assistants, tous 3 sexagénaires, étaient des personnes très expérimentées. Tout à fait autre chose à présent en Somalie, les attentats terroristes sont le pain quotidien de la population. Mais cela n'a pas découragé un Somalien de la diaspora de rentrer au pays pour lancer son entreprise de lait de vache à boire, la première du pays. Et ce, malgré les réticences traditionnelles de la population à consommer du lait de vache. Reportage. Faire boire du lait de vache à ses compatriotes, c'est le pari fou d'un Somalien tout juste rentré au pays après 25 ans d'exil au Royaume-Uni. L'entrepreneur optimiste a décidé de braver la menace constante d'attentats terroristes à Mogadiscio pour lancer son usine. L'un de nos principaux défis est l'insécurité. Parfois, ma camionnette ne peut pas livrer le lait aux clients parce que les forces de sécurité bloquent les rues. L'usine pasteurise et conditionne 2000 litres de lait par jour. Le patron de cette toute jeune entreprise est prêt à révolutionner les habitudes alimentaires de ses compatriotes. Le lait frais est très bon, nos clients commencent à en consommer. Quand nous passons commande, le lait est livré en temps et en heure et les patrons de cette société sont très impliqués pour la communauté locale. Son lait, le patron de l'usine l'achète à des sociétés d'élevage de vaches basées à Mogadiscio, comme Some Milk, qui produit également ses propres yaourts. Pour le propriétaire, les affaires se portent plutôt bien. Au début, nous avons démarré avec 6 vaches et maintenant nous en avons 54. Nous en avons acheté certaines et d'autres sont nées ici. Nous produisons maintenant 600 litres de lait par jour. Encourager la production locale pour promouvoir l'économie, populariser la consommation de lait à travers le pays, les objectifs de ces entrepreneurs sont clairs. Le patron d'Irman Dairy a déjà anticipé la hausse de la demande en produits laitiers. Il voudrait bientôt multiplier par 5 sa production. Faire boire du lait de vache à ses compatriotes, un pari que ce jeune Somalien a réussi. Restons toujours dans l'art culinaire pour dire que le plus grand chef de la gastronomie française, le chef Joël Robuchon, qui comptait le plus d'étoiles au monde, est décédé aujourd'hui à l'âge de 73 ans. De Paris à Shanghai, son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française et va continuer d'inspirer la jeune génération de chefs. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et à présent, avant de refermer ce journal, Carburant à la caféine, aux pizzas et à l'adrénaline, des programmateurs vont plancher cette semaine sur des solutions informatiques capables de prévenir les drames qui ont marqué ces dernières années le Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque. La ville de Jeddah, sur la mer Rouge, accueille le premier hackathon d'Arabie Saoudite dédié au pèlerinage du Hajj prévu pendant la deuxième moitié du mois d'août. Mamad Djedri. Ce pèlerinage où sont attendus 2 millions de fidèles est l'un des 5 piliers de l'islam. Il représente aussi un énorme défi logistique pour les autorités saoudiennes. Luttant durant 36 heures contre le sommeil, des programmateurs du monde entier se sont penchés sur une question essentielle. Comment prévenir à l'avenir les accidents mortels pendant le Hajj? 5 femmes saoudiennes, yéménites et érythréennes
On travaillait à la concession d'une application permettant aux ambulanciers d'atteindre rapidement des personnes ayant besoin de soins médicaux à travers un système de géolocalisation. Nous voulons faciliter le Hajj aux pèlerins du monde entier et nous voulons attirer des gens provenant de divers milieux, d'âges différents et de divers pays. Ce hackathon nous apportera de nombreuses solutions et idées dans lesquelles nous pourrons investir en tant que fédération. 2 Pakistanais se sont associés à des étudiants d'Asie de l'Est pour créer une laisse virtuelle permettant de localiser des proches perdus dans la marée humaine grâce à des bracelets électroniques. 4 Saoudiens ont travaillé à la conception de poubelles à capteurs qui avertissent les éboueurs quand celles-ci sont pleines. La technologie est utilisée durant ce Hajj et lors des Hajjers précédents. Mais la technologie évolue si rapidement et nous devons nous adapter avec cette évolution. Du coup, les solutions que nous avons utilisées l'année dernière sont différentes de celles utilisées cette année. L'année suivante et l'année qui suivra, la technologie évolue si rapidement, à un rythme très rapide, et l'Arabie saoudite embrasse ce changement et cette technologie. Au total, près de 3000 programmateurs ont participé à l'événement, faisant dire aux organisateurs de l'Arabie saoudite que l'Arabie saoudite a battu le record du nombre de participants à un hackathon. L'année dernière, le Hajj s'est déroulé sans encombre, mais le pèlerinage reste entouré de polémiques. La dispute de l'Arabie saoudite et ses alliés avec le Qatar accuse le pays de se rapprocher de l'Iran et de soutenir le terrorisme. C'est la fin donc de cette édition d'information. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de A12 Télévision.